théorie à prétention scientifique affirmant sur des bases biologiques néo-darwiniennes une égalité des races. Et d'ailleurs, la persécution avait adopté d'emblée une forme judiciaire, sur la question, l'aveu, le procès, qui n'a rien à voir avec l'extermination de type nazi. On ne jugeait pas. Si on veut absolument faire des ressemblances, des analogies anatomiques, ce serait plutôt de la persécution de type stalinien. Il faudrait confronter les sens à côté. Alors, ce qui est intéressant pourtant, et là je lance aussitôt mon analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait pourtant, et ça c'est une des surprises c'est une chose qui m'ont surprise quand j'ai commencé à m'intéresser au phénomène, on parlait déjà de race de sorcières, ou, formule assez effrayante, de race de fumée, c'est-à-dire de lignée maudite, de famille, une obscure malédiction héréditaire destinée au bûcher. En effet, beaucoup de juifs croyaient que la sorcellerie était héréditaire, le principe à mère sorcière, plus sorcière. Et donc ils envoyaient à la mort des familles entières avec les enfants et les petits-enfants des plus grandes sorcières. Il y a eu beaucoup d'enfants sorciers qui ont été envoyés à la mort, un peu de jeunes enfants, et bon, un personnage parmi les nombreux théoriciens à chasse sorcière, il y a un juge du XVIIe siècle, Boguet, dans un discours qui écrase les sorciers, un juge qui avait sévi beaucoup aux juifs dans le Jura, préconisait de faire mourir les bébés aussi, si néanmoins il est démontré, disait-il, qu'il y a de la malice en eux. Voilà, donc cette notion d'une race maudite est intéressante parce que elle met en avant quelque chose qu'on pourrait appeler un pré-racisme ou un proto-racisme, qui n'est pas encore le racisme au sens moderne et biopolitique, mais qui serait déjà en quelque sorte du racisme. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que cette notion d'une transmission héréditaire du mal, et encore une fois ici, race signifie lignée, famille, et non pas race au sens qu'on parlera plus tard de la race caucasienne, la race juive, la race noire, etc. Bon, cette notion d'une transmission héréditaire du mal apparaît avant l'élaboration du paradigme biopolitique proprement dit, et elle produit déjà les effets qu'on attribuait à ce seul paradigme, à savoir justifier le meurtre de masse d'une race impure, même si ce n'est pas une race, encore une fois, au sens que nous l'entendons. On peut d'ailleurs rapprocher ça d'un phénomène tout à fait contemporain, qui est la doctrine espagnole de la limpieza del sangre, de la pureté de sang, qui apparaît au milieu du XVe siècle en Espagne, et bon, de plus en plus on va insister dans ce contexte-là sur la transmission héréditaire de la fluidure judaïque, que même l'eau du baptême ne parvient pas à effacer, qui conduit à écarter des fonctions importantes et des places valorisées sous les descendants de juifs convertis. C'est une rupture très forte par rapport à la doctrine traditionnelle de l'Église, pour laquelle les saints-pères se convertirent, effaçaient totalement la matrice juive et faisaient des convertis des chrétiens comme les autres membres du corps mystique du Christ. Là, il y a l'introduction d'un critère proto-raciste ou racial qui fait que, bon, malgré la conversion, quelque chose perdure, quelque chose qu'on a du mal à interpréter, mais qui a des effets non pas de persécution, pour le coup, il y a eu des massacres à partir de là, mais d'exclusion, de partage, de discrimination extrêmement fortes qui vont perdurer sur le siècle. Alors du coup, il faudrait peut-être reconnaître, ce que ne fait évidemment pas Foucault, je pense qu'il ne pouvait pas le faire en raison de sa propre problématique théorique, il faudrait reconnaître que ce schème ne relève pas du biopolitique, mais s'enracine en amont, dans une configuration théologico-politique. Et j'ajouterais plus profondément encore dans une angoisse primordiale de la souillure, de la contagion par le contact, que l'on retrouve sous des formes différentes dans toutes les structures humaines. Ça peut être le contact primordial de la mère et de l'enfant. Bon, à ce moment-là, c'est aussi le corps à corps maternel, c'est aussi le lait de la mère qui transmet la souillure. Il y a des gens qui étaient condamnés par acquisition en Espagne parce que leur nourrice était juive et que 40 ans plus tard, ils portent encore la souillure du lait infecté par la souillure. Et ça peut être aussi les fluides empoisonnés. Là, je suis très content, j'ignorais ça, d'apprendre qu'au Japon aussi, 5 siècles plus tard, le vieux thème des fluides empoisonnés ressurgit c'est effrayant, avec les mêmes effets. Et on peut même se demander, ça c'est mon second argument, on peut se demander si c'est bien le racisme qui est au centre des dispositifs d'extermination contemporains, y compris du nazisme. Bon là je pense qu'il y a une remarque d'Arendt qu'on peut discuter, mais qui est assez intéressante. Elle suggère que le racisme biologique des nazis n'aurait été qu'une idéologie de façade, qui dissimulerait la croyance fondamentale du mouvement, à savoir la hantise, la conspiration mondiale, c'est le thème du protocole de révolution. Et elle le désigne comme un chêne fondateur,
qui détermine l'organisation interne du parti nazi et ses objectifs secrets. Puisqu'il s'agirait pour les nazis d'imiter les méthodes de cette conspiration imaginaire, manipulation des masses, etc., pour mieux la maintenir. Plusieurs propos de Hitler vont un peu effectivement dans ce sens. Or, ce qui est très intéressant, c'est assez toujours remarqué, c'est le même chef du complot, de la conspiration, qu'on retrouve au cœur de la chasse sorcière. Comment ça? Eh bien, dans toutes les sociétés connues, il y a des guérisseurs, des devins, des jeteurs de sorts, préférés, redoutés pour le pouvoir, souvent exclus, relégués dans les marges, parfois même lynchés, ça se passe très bien. J'étais en Afrique il y a plus d'un an au Burkina et j'ai discuté très tranquillement avec des sorciers qui parlaient des sorts qu'ils prononçaient encore sur les gens qu'ils n'aimaient pas, ou pour 15 ans viennent arracher leur case, une chose tout à fait ordinaire. Il y a aussi des sorcières comme lynches, de temps en temps, les gens ne sont pas très contents des sorts. Voilà, toutefois, lorsque la chasse sorcière se déclenche en Europe, au XVe siècle, un phénomène tardif, ces personnages familiers ne sont plus appréhendés de la même manière. Ils ne sont plus perçus comme des individus isolés, soit bénéfiques, soit nuisibles, soit les deux à la fois, mais comme un groupe, comme une société secrète, malfaisante, qui chercherait à s'emparer du pouvoir. Et dès le commencement des persécutions, j'ai trouvé des textes qui vont dans ce sens-là déjà dans le Valais en Suisse vers 1430, cette dimension conspirative qui est mise en avant. Et elle persistera durant toute la durée de la persécution, en prenant des formes exacerbées, par exemple chez Baudin, j'en parlerai tout à l'heure. Donc pour comprendre la signification de ce chef du complot, sa formation initiale qui reste très très obscure, parce qu'on n'a pas toujours cru en un complot maléfique cherchant à s'emparer du pouvoir, c'est un thème qui apparaît au XIIIe, XIVe siècle en Europe. Et il faut comprendre aussi ce qu'on pourrait appeler ces réactivations successives, qui vont effectivement la démonomanie des sorciers de Baudin, jusqu'au protocole de Constitution. Alors il me semble encore une fois que la notion de biopolitique n'est pas opérante. Ce serait plutôt au champ du théologico-politique, à l'analyse des représentations de la souveraineté humaine et divine, y compris son revers maléfique qu'on appelle le diable. C'est à cela qu'il faudrait avant tout recourir à ce moment. Bon, alors, s'agissant de Foucault, il me semble que Foucault est une significatif. Que Foucault n'approfondisse pas cette analyse qu'il esquissait en 1976 du rapport entre biopouvoir, racisme d'État et projet génocidaire. Il y a une année sabbatique 77 qu'il n'enseignait pas. Lorsqu'il revient au Collège de France 78, dans Sécurité, Territoire, Population, il aborde à nouveau le biopouvoir, mais il passe, c'est très significatif, il passe cette question sous silence, la question du racisme d'État et du projet génocidaire. Il se centre sur l'apparition de ce qu'il appelle maintenant des dispositifs de sécurité, dispositifs de normalisation qui fonctionnent sur un paradigme d'autorégulation. Et dès lors, la problématique simplifie par la question du gouvernement des vivants, et c'est l'analyse de la gouvernementalité, la notion qui apparaît, me semble-t-il, en 1978, qui va occuper une place de plus en plus importante dans son travail. Il y a là une sorte de tout théâtre théorique, l'expression que je trouvais sous la plume de Michel Salnard, et à la suite de ce coup de force, ce glissement, la notion de biopouvoir va acquérir une signification fort différente de celle qu'elle avait en 1976, puisqu'elle est maintenant censée rendre compte de la naissance du libéralisme et des modes de gouvernementalité qu'il implique. Donc on a deux déterminations qui ne paraissent pas forcément compatibles, fondement du racisme exterminateur, corollaire de la naissance du libéralisme, et je me demande si entre ces deux déterminations il ne faut pas choisir. Est-ce qu'il est possible de maintenir toutes les deux sans transformer le biopouvoir en une sorte de notion attrape-tout, indéfiniment extensible, et finalement privée de sens, comme si c'est une notion trop élastique. En parenthèse, bon, on a vu l'opération accomplie d'ailleurs tout à fait délibérément à Gambel dans Homo sacer et dans les textes suivants, où il identifie le biopouvoir ou la biopolitique à l'ensemble de la politique occidentale depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, bon, cette notion, on a dit, perd totalement sa pertinence précise de la détermination que peut donner Foucault, et là c'est la nuit obscure où toutes les vaches biopolitiques sont noires. Le terme devient perd tout à fait. Donc moi je proposerais, s'il fallait vraiment trancher, je proposerais de limiter l'usage légitime de la notion de biopouvoir à l'analyse du mode de gouvernementalité libérale, qui est celui des pouvoirs contemporains, bon, sans aucun doute dans la plupart des pays que nous vivons, en la dissociant de la question de l'extermination. Mais du coup, celle-ci redevient obscure, on trouve la obscurité qui est évoquée.
Je veux dire par là, si délivrer de la clarté trompeuse que la théorie du biopouvoir devait jeter sur elle, cette question redevient l'énigme majeure, elle redevient l'impensé de Foucault. Il pose un vrai problème. Bon, est-ce que Foucault n'a rien à dire décidément sur la question de ces riches et complexes analyses des stratégies et des appareils du pouvoir, et est-ce qu'il n'y en a aucune qui puisse nous aider à penser les terreurs et les persécutions de masse des temps modernes? Je reviens à l'exemple de la chasse sorcière. Ce qui rend possible cette persécution sont d'abord des croyances élaborées au Moyen-Âge, croyances en l'action malfaisante du diable ou du démon, qui est moins évidente à la présente, croyances en une conspiration rassemblant ses adorateurs, et là ça se cristallise vraiment à partir du XVe siècle, c'est une croyance assez récente. Mais il faut ajouter aussitôt que ces représentations, cet imaginaire de la persécution, s'appuie sur des pratiques et sur des institutions qui leur confèrent toute leur redoutable efficacité. Ce qui conduit une présumée sorcière au bûcher est une procédure complexe qui commence par identifier sa cible en s'appuyant sur la rumeur et les dénonciations, puis confirme cette identification par une série d'épreuves rituelles qui s'enchaînent. Recherche de la marque diabolique sur le corps d'accusé, torture, aveu, procès, exécution contre le public. On est donc confronté ici à un ensemble d'institutions politiques et judiciaires, de rituels, de dogmes religieux, de croyances populaires, de discours savants, d'injonctions pratiques, et aussi de représentations littéraires et picturales, qui est tout ceci caractérise le fonctionnement, l'opération de la persécution à la mise à mort. Alors c'est ce type de réseau hétérogène que Foucault désigne comme un dispositif. Alors bon, il s'agit en réalité d'une notion, peut-être pas vraiment d'un concept, mais d'une notion descriptive. Une notion qui vise à comprendre, disait Foucault, le comment du pouvoir. Donc ni à la définition des sens, ni à le légitimer ou à le légitimer, mais souvent à décrire son comment. Une démarche quasiment phénoménologique, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit de décrire ces différentes stratégies, les agencements qui permettent de s'exercer. Il s'agit aussi de l'établir la généalogie. Alors il me semble que cette notion est féconde pour aborder les phénomènes de persécution et d'extermination. Cependant, on aurait affaire à un dispositif de pouvoir très particulier, dont la fonction stratégique et le mode d'action ne correspondent pas à ce que Foucault nous a appris à reconnaître. Vous savez que distingue, au début, dans un premier temps, il distingue deux types fondamentaux, dispositifs d'exclusion et dispositifs de discipline, qu'il regroupe sous les figures emblématiques de la lèpre et de la peste. D'abord, dans séminaire sous anormaux, était repris dans des pages bien connues de surveillance culinaire. Vous savez qu'aussi, qu'il allait par la suite un peu compliquer ce schéma, et là, c'est difficile à appréhender, je crois, en introduisant une troisième maladie, le modèle de la variole, c'est-à-dire la notion de dispositif de sécurité, opérant là pour le coup sur le plan biopolitique, par autorégulation, par contrôle massif des populations. En sécurité, sur les plans de population. Alors, question, est-ce que la chasse sorcière relève de ces catégories? Ici, il n'est plus question de protéger, d'optimiser la vie dans une perspective biopolitique, mais de mettre à mort. Il n'est plus question de discipliner les corps pour les rendre plus dociles et plus productifs, mais de les briser par la torture, puis les réduire ensemble. On n'a pas à faire non plus un geste d'exclusion, de partage, qui maintient en vie ce qui les relègue derrière les murs de la juiverie médiévale, de la maison de force classique, ou de l'asile ou de la prison moderne. Si on a emprisonné tellement de prétendues sorcières, il est simplement pour les mener tôt ou tard au bûcher. Donc il me semble toujours assez étrange que Foucault n'ait pas reconnu, à côté des dispositifs d'exclusion, de normalisation disciplinaire ou sécuritaire, l'existence de dispositifs d'un tout autre type, qui ne visent ni au partage discriminant, ni à l'inclusion ou à l'autorégulation normalisante, mais simplement à l'anéantissement. Ce sont ces appareils dont l'unique mission est de donner la mort, que je désignerai désormais comme des dispositifs de persécution. Bon, alors, introduire ce concept, comme toujours quand on introduit un nouveau concept, c'est soulever cette question que Foucault, me semble-t-il, n'est pas vraiment résolu suffisamment. Ceci, par exemple. Comment des dispositifs d'exclusion, de discipline ou de sécurité peuvent-ils coexister avec des dispositifs de persécution? Sont-ils absolument hétérogènes ou peuvent-ils s'adjointer les uns aux autres, exercer en même temps plusieurs fonctions différentes, et même dans certains cas passer d'une forme à une autre? Que se passe-t-il par exemple lorsque, après avoir longtemps confiné les lépreux dans des maladreries, des léproseries, on en vient au XIVe siècle à les massacrer? 1921, le grand massacre des lépreux, c'est une chose très oubliée, mais qui, à mon avis, a une portée presque inaugurale, parce que c'est là aussi que le thème du complot apparaît dans plein fois des liens.
très forte, liée à des rumeurs d'empoisonnement du puits. Bon, Carlo Guinevere a magnifiquement décrit ce phénomène au début du sabbat sorcier. Donc, que se passe-t-il encore lorsque des responsables psychiatriques, destinés théoriquement à normaliser, à discipliner les soi-disant malades mentaux dans une visée thérapeutique, se soumettent tout à coup à l'ordre et expédient à la chambre égale, comme c'était le cas en Allemagne entre 1939 et 1941, et j'ajouterai également en Alsace, parce que là il y a une exception alsacienne. Dans le reste de la France occupée, on les a plutôt laissés mourir de faim. Dizaines de milliers de morts dans le psychiatrique, mais à Heurt, en Alsace, on était jusqu'à chambre égale. Bon. Comment s'opèrent donc ces passages de dispositifs d'exclusion et de normalisation à la violence meurtrière de la persécution? Alors bon, il peut sembler que les dispositifs de persécution se constituent souvent en se greffant sur les dispositifs antérieurs, en les radicalisant, les infléchissant. Mais il arrive aussi, et ça c'est le cas de la chasse sorcière, ça la rend aussi énigmatique, bon, qu'une persécution ait l'air de s'engager sans passer par une phase préalable d'exclusion, comme si le nouveau dispositif surgissait ex nihilo, sans aucune relation avec des dispositifs préexistants. Il n'y a eu aucune période où on a commencé par enfermer, marquer, stigmatiser, reléguer les prétendus sorcières. On a commencé aussitôt, dès que la chasse a commencé, par exemple, il y a la mort. Et on peut noter aussi ceci, qui est très étrange. Si les dispositifs d'exclusion ou de contrôle peuvent parfois se transformer en dispositifs de persécution, il me semble que le processus inverse se rencontre également. Je donne un seul exemple. Il n'est pas assez connu, je crois. À partir du XVIIe siècle, ce redoutable appareil de terreur qu'était l'Inquisition espagnole se change peu à peu en dispositif de surveillance disciplinaire. Au lieu d'alimenter des autodafés, dont les bûchers s'éteignent assez rapidement à cette époque-là, elle va se consacrer à la police des mœurs et des discours. Elle entretient tout un réseau de bureaucrates et d'archivistes qui assurent le contrôle et l'enregistrement de la population. Et même dans les geôles où l'Inquisition continue d'enfermer les supposés maranes, jusqu'au XVIIIe siècle, les gardiens consignent méticuleusement les faits et gestes des prisonniers, leur manière de dormir, de manger, de se laver, en espérant découvrir des indices de ritus clandestins. Bon, là, je vous renvoie au très beau livre de Nathanaël Bachtel qui s'appelle La logique du bûcher. Ainsi, l'Inquisition commence à mettre au point des techniques raffinées d'instruction, de contrôle, de fichage, de normalisation, qui font d'elle la plus moderne des institutions. Alors, je me suis demandé, bon, ça c'est un point dont on reparlera peut-être demain, demain matin, on peut se demander si ce qu'on salue comme la fin de la chasse aux sorcières n'atteste pas d'une mutation analogue, de la transformation d'un dispositif de persécution en dispositif de normalisation disciplinaire, et là, pour le coup, ça passe par une médicalisation de la sorcellerie. Celles qu'on envoyait au bûcher comme adoratrices du diable vont être désormais considérées comme des malades, comme des mélancoliques, disait-on à l'époque, et plus tard comme des démonomanes ou des hystériques. Bon, je pense que Julie, ma collègue, va nous en parler demain. Bon, c'est un point, je crois, très très intéressant. Donc, cette mutation du dispositif, celles qui étaient brûlées vont être désormais internées pour être disciplinées et soignées. On célèbre un peu naïvement et un peu vite comme la fin de la chasse sorcière. Voilà. Alors, en quelle sorte peut-on parler d'un dispositif de persécution? Qu'est-ce qui le rapproche, qu'est-ce qui le distingue de ce type de dispositif? Citant comme dispositif d'exclusion à opérer un clivage binaire, une division irréductible entre ceux qui participent à la persécution et ceux qu'elle destine à la mort, il s'appuie en revanche sur des pratiques d'enquête, de surveillance, de délation, qui apparentent au dispositif disciplinaire. Aussi singulière, aussi terrifiante que puisse être son action, il partage avec les autres dispositifs plusieurs caractères communs. Comme le note Foucault, chacun d'eux est un appareil de pouvoir et de savoir, produisant des théories et discours destinés à justifier ses pratiques. Ce qui distingue un dispositif de persécution de la violence sans phrase, de la simple de lynchage. Mais ces dispositifs fonctionnent également comme des dispositifs de subjectivation, qui constituent les sujets sur lesquels ils exercent leur pouvoir afin de les assujettir. Ils les identifier tous les sens du mot, en leur imposant une identité qui permet de les repérer, ils les interpellent, les captent, les marquent, les façonnent, s'inscrivent dans leur corps et leurs âmes. Il existe aussi, au sein de chaque dispositif, des lignes de fracture qui permettent, dans certains cas, au sujet assujetti de se resubjectiver sur un mode différent. En effet, c'est un troisième trait commun, mais là, par manque de temps, j'évacuerai un peu ce terme.
ce passage, ces dispositifs sont pris avec des stratégies adverses de résistance, qui les traversent, qui s'efforcent de contrer, de neutraliser, de retourner en leur faveur. Autant de caractéristiques qu'on retrouve dans le dispositif qui rend possible la chasse sorcière. Lui aussi se constitue en produisant un discours de savoir qui en fait légitimer son action. Cette fonction est assurée par un type particulier du discours qui commence à se constituer un peu plus tôt, au XIIIe et XIVe siècle, et qui est la démonologie savante. Un des éléments les plus caractéristiques sera le fameux Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, édité, vous le savez, en cette bonne ville de Strasbourg, en 1486. Il y a d'autres, très nombreux, des dizaines d'autres traités, dont la démononie des sorciers de Baudin, ou alors, ce qui caractérise ce discours, mais là il faudrait du temps pour analyser, le temps nous manque, hein, c'est sa clôture. Celle précisément d'un dispositif de pouvoir savoir qui se dispense de toute confrontation avec le réel en produisant par la violence des preuves destinées à légitimer. Ce sont les aveux arrachés par la torture qui vont justifier la persécution et qui vont alimenter les traités de démonologie ultérieures. Et ceux-ci orienteront ensuite des interrogatoires dans lesquels les juges dicteront aux accusés leur soi-disant confession. Donc, un dispositif parfaitement circulaire, où par la violence des corps brisés, le dispositif se constitue comme discours et produit relance la persécution. En second trait essentiel, la fonction de subjectivation qui caractérise tout dispositif de pouvoir sans sujet. Il me semble que les dispositifs de persécution ne font pas exception. La subjectivation qu'ils opèrent consiste à identifier leur cible, donc à interpeller, comme ce François Dussel, les individus, en les désignant ici comme des représentants d'un ennemi maléfique qu'il s'agit d'anéantir. Et je dirais que ce processus atteint son but lorsque le persécuté s'identifie lui-même à l'image grimaçante que le dispositif donne de lui. Lorsque, avant d'être exécutés, les prétendues sorcières ou les accusés des procès staliniens font librement l'aveu de leurs crimes monstrueux. Car il ne suffit pas de briser les corps, encore faut-il briser les âmes. Il faut qu'en sortant du mystère de l'amour, Winston reconnaisse enfin qu'il aimait une chose. En ce sens, on peut dire que tout dispositif crée son objet, comme un élément imaginaire qui justifie après coup son existence, son action. C'est par exemple le cas du dispositif sexualité dont parle Foucault, la société de savoir. En créant cet élément imaginaire qu'est le sexe, le dispositif de sexualité a suscité un de ses principes internes de fonctionnement les plus essentiels, le désir de sexe. En ce cas, on pourrait le montrer, du dispositif d'exclusion qu'il s'agit de renfermement des insensés. On n'a pas commencé au XVIIe siècle à interner les insensés qui auraient déjà été identifiés comme tels. On a inventé, montre Foucault, la catégorie nouvelle de déraison qui rendait l'internement nécessaire en faisant soudain découvrir qu'il y avait partout des insensés. Ce geste, dit-il, suscitait l'étranger là même où on ne l'avait pas pressenti. Il a été créateur d'aliénation. Il en va de même du dispositif de persécution. Nous savons que le juif, c'est-à-dire la figure mythique du juif, profanateur, cupide, avide du sang d'enfants chrétiens, ne préexiste pas aux persécutions anti-juives de la fin du Moyen-Âge. Quant à la figure de la sorcière maléfique, elle se forme précisément au moment où débutent les persécutions. C'est donc la chasse aux sorcières qui crée la sorcière. Et de fait, on découvrira une multitude en Europe aussi longtemps que la chasse. Dès que la chasse prend fin, ces créatures qu'on poursuivait depuis des siècles s'évanouissent sans laisser de traces, ou survivent comme avec carnaval, seulement dans cette région ou dans les contes pour enfants. Ce qui justifie l'ironie cinglante de Voltaire, qui dira qu'il n'y a plus de sorciers depuis qu'on a cessé d'en brûler. Je veux dire concrètement que le dispositif crée sa propre réalité. Il constitue lui-même cet ennemi qui se donne pour mission d'anéantir. Alors, comme tout dispositif, me semble-t-il, il se constitue, il se fonde sur une distorsion temporelle, qui consiste à projeter dans le passé la figure cible qu'il a créée, comme si celle-ci avait toujours déjà précédé. Cette illusion est indispensable au fonctionnement du dispositif. Elle permet à ses agents de torturer et de massacrer en toute innocence, comme s'ils ne faisaient que répliquer à une agression préalable. Bon, là, je saute un peu sur l'action des résistances par manque de temps. Bon, j'aurais voulu montrer, mais là, le temps presse un petit peu, comment, là où il y a pouvoir, il y a résistance, il y a inversion en Foucault. J'aurais voulu montrer différents cas de résistance possibles à la chasse sorcière, dans la chasse sorcière, certaines situations à côté, avec des questions redoutables qu'il pose aussi, c'est-à-dire
comment une résistance est-elle possible? Comment des sujets toujours assujettis à des appareils de pouvoir arrivent-ils à se retourner contre eux? Comment est-ce qu'ils parviennent à se désidentifier, à se subjectiver sur une résistance? Ça suppose que l'assujettissement au dispositif n'est pas irréversible, donc une possibilité originaire de parler, d'agir par soi-même échapperait à son emprise. Donc, à mon avis, c'est une des limites de la conception citoyenne d'un dispositif qui ne permet pas, à ce moment-là, de travailler Foucault, qui ne permet pas de penser, de comprendre comment des dispositifs qui constituent de part en part les sujets de ces subjectifs laissent néanmoins une certaine marge de liberté permettant au sujet de se désassujettir, de se resubjectiver autrement. C'est un point qui m'a toujours laissé un petit peu perplexe, mais je laisse pour l'instant. Bien, s'il s'apparente par tous ces aspects aux autres appareils de pouvoir, il me semble que les dispositifs de persécution s'en distinguent par de traits significatifs, par un caractère très particulier de leur rapport à leur objet et par leur relation au pouvoir souverain. Comme la maison de force, comme la prison, comme la ville, le dispositif de persécution, on l'a vu, assure une fonction de subjectivation. Il s'agit toutefois d'une subjectivation hautement paradoxale, car elle ne constitue de sujet que pour les anéantir. À la différence des autres appareils de pouvoir, ce dispositif ne peut fonctionner qu'en mettant à mort ceux sur lesquels il s'exerce. Il semble donc voué à disparaître rapidement, dès qu'il aura anéanti son cible. Pour continuer à exister, il faut donc désigner sans cesse de nouvelles victimes, ce qui entraîne une sorte d'emballement, une extension sans limite du champ du dispositif. On passe alors d'une persécution encore circonscrite à une terreur généralisée. La notion de terreur est un petit peu discutable, mais j'utilise pour désigner la persécution au moment où elle s'emballe et où elle tend à s'ouvrir un champ potentiellement illimité. Comme disait Godin, il suffit d'avoir les aveux d'un seul pour pouvoir en accuser l'infinité. Cette infinité-là, c'est à l'horizon du dispositif lorsqu'il s'emballe. Et cet emballement, on caractérise sans aucun doute certaines phases de la chasse sorcière. On a tort de restreindre une chasse aux vieilles femmes,